Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours accompagné de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Ouais. Et j'ai nommé Serge. Présent. Impeccable. Aujourd'hui, jour particulier car nous n'avons pas un seul invité, mais deux invités qui répondent au nom de Mamadou Seck. Salut à tous. Et de Morad. Bonjour à tous. Comment va ? Ça va et vous les gars ? Les gars, c'est un plaisir de vous avoir au micro. Et je vous ai présenté en tant que deux individus, mais vous représentez aussi une seule entité. Et c'est dans ce cadre-là que vous êtes venus, puisque vous êtes associés, les gars. C'est ça. Exactement. C'est marrant, parce que dans la sémantique associée, on a toujours eu, moi, d'aussi loin que je me rappelle, on dit mon sauce, mon assos, mon associé. Quand on était jeune, quand on était petit, parce qu'on se connaît déjà depuis un sacré bout de temps, c'est ce que je disais avec Mamadou tout à l'heure. On a toujours eu ce langage-là un peu dans notre charmante contrée, et dire ouais, c'est mon associé, c'est mon sauce, c'est mon... Je sais pas, est-ce que l'entrepreneuriat nous suit depuis trop longtemps ou est-ce que je sais pas. Je pense. Je pense qu'on a toujours voulu être entrepreneur et de par notre langage, on l'a matérialisé. Ça en est ressorti. Mamadou parle bien devant le micro. Pourtant, tu es adepte du podcast, parce que tu n'es pas à ton premier podcast. Mais là, on est sur du nouveau matériel, je te le conseille. Ça, il faut s'adapter. Et il faut toujours parler en face du micro. Ok. Les gars, on vous invite dans le Monday Meeting. Le Monday Meeting, c'est une entité. Donc, pour les auditeurs qui ont écouté le Monday Meeting depuis le début, c'est une entité qui existe depuis déjà un certain nombre d'années et dans lequel en fait on se réunissait tous les lundis pour discuter un petit peu de nos parcours dans l'entrepreneuriat. Alors c'était un suivi un peu hebdomadaire, donc au final ça se traduisait par un suivi de la semaine, ce qu'on avait pu faire et puis fixer des objectifs pour la semaine d'après et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure on s'est dit que ce serait cool en fait qu'on fasse des échanges tels qu'on les faisait, mais sous la forme de podcast en fait. Et donc l'idée c'est vraiment de parler. C'est une discussion, c'est pas un tuto, c'est pas un cours magistral sur l'entrepreneuriat. On prétend pas être Bezos ou Steve Jobs, mais notre vision en tant qu'entrepreneur, nos parcours, et puis on va discuter tout simplement autour de cette table ronde qui, pour l'instant, est toujours ronde, n'est-ce pas ? Écoute, déjà on est très content d'être là, et c'est vrai que le Monday Meeting, j'en avais entendu parler avec Sergio, parce que Sergio, c'est notre voisin. Dans le 13e arrondissement, là où sont nos affaires. Ok. Et il y a quelques années de ça, il m'avait parlé un peu de ce genre de brainstorming où vous vous réunissiez le lundi pour échanger, discuter et apporter, surtout s'entraider. Et ça, c'était quelque chose qui à l'époque m'avait séduit. Mm-hmm. Mais j'étais pas concentré, j'étais pas prêt. Il m'avait invité, je me rappelle très bien, je ne sais pas si tu te rappelles Sergio. Évidemment. Et franchement, le fait que vous avez pu conserver ça et que maintenant, ça devienne un podcast avec plusieurs épisodes, franchement, pour moi, c'est une belle victoire. On a fini par te faire venir dans le Monday Meeting. Voilà. Victoire pour tout le monde. Au top. Écoutez, on peut démarrer par le commencement. D'où part, ça c'est des questions que nous-mêmes on s'est déjà posées plusieurs fois et puis on a échangé autour de ce micro-là, mais d'où part finalement, d'aussi loin que vous vous rappelez, et on va parler individuellement chacun, d'où part cette vision de l'entrepreneuriat, cette envie d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez matérialisé très tôt ou alors est-ce que c'est un truc qui est venu un peu sur le tas et voilà, ça vous est tombé dessus comme une destinée? Morad? Franchement, moi, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que j'ai toujours aimé vendre, j'ai toujours aimé acheter, faire des petites affaires. Quand j'étais petit, j'allais au Maroc pendant mes vacances, j'achetais des fausses requins et je les vendais au mois de septembre à mes copains. Ça commence. En primaire et au collège, tu vois. Donc, je savais que j'avais ce truc-là. Et très tôt, ma première entreprise, c'était à 17 ans. Ok.
Donc du coup, j'ai entrepris très tôt. Donc quand tu dis ta première entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise dont tu as déposé les statuts? Ouais, j'avais déposé statut, hein. J'avais pris une petite place au marché. Ok. Le Mortel. premier, j'en ai fait un, j'avais 17 ans, c'était au marché des Enfants Rouges à Paris, dans le 3e arrondissement. Ok. Tu vendais quoi, Mourad? Franchement, est-ce que ça, je connais pas ce pan de ton histoire. Attends, mais c'était incroyable, franchement. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus, mais en fait, j'avais mon oncle qui avait une place dans un marché, dans le 3e arrondissement, dans le Marais. Il avait un restaurant marocain, il y avait une petite place, c'était pas un marché très connu, hein, ça s'appelle le marché des Enfants Rouges. Aujourd'hui, c'est très connu, il n'y a plus une place si tu veux acheter Ultra une place. hype. Ouais, ultra hype et tout. Tu vas le week-end, c'est incroyable. Tu manges là-bas, c'est ça? Tu manges très très bien. Et du coup, il y avait une place vide, on m'a dit bah vas-y, je me souviens, j'avais mis 7000 euros. J'avais mis 7000 euros et j'avais fait un traiteur libanais. À Ok. 17 ans, 7 000 euros, c'est pas mal ça. Ouais, 7000, j'ai dit 7000 euros. Hein. Ouais. Et du coup, Et il disait à 17 ans À d'avoir. 17 ans, ouais, ouais, 17 ouais. ans, ouais, 7000 euros, 3000 euros poussés par mon oncle. Ouais, rassure BFM. Ouais, je vous rassure. 3000 euros poussés par mon oncle. Il m'avait dit tiens, vas-y, et après tu me donneras. Et j'avais ouvert au mois de mai, traiteur libanais, et on a revendu 7 mois après un petit billet très sympa, tu vois. Ok. Et deuxième expérience, à 18 ans et demi, je m'associe avec un gars Ouais. qui était mon ami. Ok. On fait une place dans un marché. Pendant un an, on fait pas un euro. Tout ce que j'ai gagné précédemment, je l'ai perdu. Ok. Et là, je dis j'arrête. Plus jamais je serai entrepreneur. Et du coup, J'étais c'est plus ton dégoûté, ami. C'est plus mon ami. J'ai plus l'argent. Je perds tout. Et la suite de l'histoire, c'est avec Mamadou, où en fait on s'associe. Donc franchement, ma deuxième expérience entrepreneuriale donc s'arrête à 18 ans et 19 ans, tu vois. Et ensuite, mon association avec Mamadou commence quand on avait, je pense, 27 ans. Ok. Et donc pendant ce laps de temps là, de 9 ans à peu près, t'as plus aucune envie, plus aucun stimuli Rien. d'entreprendre. Rien. T'es écœuré. Rien, écœuré. Je suis un salarié. Je mets mon costume, ma cravate. Je vais vendre mes petites solutions à droite, à gauche. Ça se passe très bien. Mais je me dis, c'est mort l'entrepreneuriat. J'étais dégoûté. Ok. C'est un truc de ouf. Ouais. Truc de ouf. Petite question là. T'as des connaissances en traiteur libanais ou aucune? Franchement, aucune. Non, la vérité, aucune. Tout ce que je vendais, je l'achetais déjà préparé. Ok. Et je leur vendais, mais en fait, je changeais le contenant. Donc, en fait, j'allais au marché de Rungis. Ouais. J'achetais Le seul truc que je faisais tout seul, c'était le houmous. Sinon, tout le reste, j'achetais du caviar d'aubergine en boîte. Ouais. Tu vois, Ouais. donc, au marché de Rungis, chez le traiteur. Je le mettais dans des barquettes et en fait, je faisais, tu sais, les petites. Comment dirais-je, je mettais une petite présentation sympa. En fait, Tu c'était vois, dans du. les gastros. Et ensuite, je les vendais au kilo. Tu vois. Ok. Et franchement, quand je dis je l'ai bien vendu, tu vois. Il existe toujours, hein, le mec. Hein. C'est vrai? Je te jure qu'il existe toujours. Incroyable. Et du Donc coup, tu faisais du reconditionnement en je fait. faisais du reconditionnement. Tu faisais J'achetais. du marketing Franchement, c'était. culinaire. Franchement, bon, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein, c'est mon oncle qui m'a accompagné surtout. Et moi, j'ai rien fait de moi-même. Hein. Il m'a dit écoute, moi, je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Magnifique. Donc j'ai rien inventé. Mais du coup, lui, quand il allait acheter pour son traiteur marocain, ben, il m'emmenait avec lui faire son traiteur libanais. J'allais avec lui, j'achetais, je reconditionnais, il m'avait tout appris. Et franchement, En fait, tu faisais tout ce que les gens sur le marché font. Exactement, tout le monde. Il y a rien qui est maison hein, sur les marchés. Hein. Ils achètent tous chez les mêmes personnes. Ouais. Et j'achetais les feuilles de vigne, je me souviens, tu sais, les feuilles de vigne, c'est du riz dans les Ouais, feuilles je de vois vigne, bien, des ouais. trucs libanais. Je me souviens, je les achetais, j'ouvrais la boîte, je leur mettais des trucs, je mettais un peu d'huile d'olive, un peu de trucs pour que ça fasse beau, et derrière, on vendait ça. Et non, c'était intéressant, C'est terrible. On reviendra après sur le fait que t'as rien inventé, t'as juste écouté et à quel point ça peut être une grande, voire si ce n'est la plus grande qualité en entrepreneuriat. Pape, ah oui, des formations du langage, on t'appelle Pape chez nous, en hommage à ton papa qu'on salue. Et donc souvent je vais dire Pape parce que on se connaît depuis bientôt 25 ans, donc Ouais. forcément il va y avoir des résurgences de notre complicité. Mamadou, toi, si tu arrives à fixer un moment où ça démarre, ça, cette envie d'entreprendre. Ben moi, déjà, dès l'enfance, j'ai toujours été fasciné par les hommes d'affaires. Ok. Ça veut dire que le business, le commerce, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Ok. Et
quand j'étais, attends, j'avais quel âge à peu près? Vers 10 ans, 11 Voilà, ans. là-dessus, je te rejoins beaucoup. Tu vois. Je ne savais pas le dire. Tu l'as dit et je le ressens. Tu as raison. J'ai toujours La été fasciné. fascination. La Ouais, fascination de l'homme d'affaires. J'ai toujours été fasciné. Et pour te dire, à 10 ans, 11 ans, je mettais toujours les costumes de mon père. Ouais, Il avait une petite mallette. ouais. J'allais prendre le carnet de chèques et je détruisais des chèques, je faisais des chèques à tout le monde. À la maison. L'enfant dangereux. J'ai même 2-3 photos, si vous les voyez, vous allez rigoler parce que j'étais, je faisais quoi, 1m20, 1m30 et je mettais les costumes de mon père et je me baladais À faire des chèques. à faire des chèques. J'ai niqué pas mal de carnets de chèques dans la maison. Et puis après, Cette anecdote est folle. j'ai toujours eu le goût pour le commerce. Moi, ce que je faisais, c'était à peu près comme Mourad. Je vendais beaucoup à mes 17 ans. Je me suis rendu compte que l'argent, il fallait que j'aille le chercher. Il fallait que je le transforme. Ça veut dire que j'achetais des sapes un peu comme Mourad. J'avais des petits fournisseurs de sapes et j'achetais et je revendais. Vas-y, arrête, dis-le. Ouais, Il a vendu des affaires à la moitié de la ville. À qui il n'a pas vendu des caleçons. Des caleçons. On a tous acheté un caleçon de chez Mamadou. C'est un truc de ouf. Hein. Je tiens à préciser que pas moi. Non, c'est Mais vrai. t'étais trop petit, toi. Ouais, j'étais trop jeune. Non, c'était que t'es pas dans le secteur. Sinon, t'aurais eu 2-3 calbars. T'aurais eu un caleçon. Je vendais des caleçons, je vendais des jeans, je vendais du G-Star, je vendais tout. Et c'est comme ça que, franchement, j'ai compris qu'on pouvait transformer de l'argent, Ouais, créer de la valeur. créer de la valeur, acheter et revendre en dégageant un bénéfice. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc vous, finalement, vous avez eu la même expérience de l'entrepreneuriat dans le sens où vous êtes parti sur un truc d'achat-revente. Ouais, Donc, voilà. Selon ouais. nos moyens, ouais, c'est ça. c'est ça. C'est pas... Ouais, c'est parti d'une idée, en fait, de la plus vieille idée de l'entrepreneuriat, en fait, de la plus vieille vision, c'est-à-dire j'achète un bien et puis je le revends plus cher. Et Voilà. c'est aussi simple que ça. Et tu sais, en fait, aujourd'hui, si par exemple, on devait refaire ça aujourd'hui, eh ben, il y a des gars aujourd'hui, ils font ça depuis leur chambre, où ils vont sur AliExpress, ils achètent des trucs, ils les revendent sur Amazon. Ils ont rien fait, ils ont juste acheté, revendu. Par contre, ils ont acheté sur le site internet de gauche, ils ont vendu sur le site internet de droite, et ils ont créé de la valeur, tu vois. Le dropshipping. Dropshipping. Le dropshipping, c'est ça, c'est exactement ça. Top. Et donc après aussi, on a matérialisé ça aussi par les études. C'est-à-dire que moi, j'avais les capacités, par exemple, de faire une filière générale, mais moi, je me suis directement orienté en section technologique. À l'époque, c'était STT, Ouais. finance comptabilité. Après, j'ai suivi aussi en faisant un DUT, gestion GEA, gestion des entreprises et des administrations, une licence, un master. Tout était vraiment axé. Tout ton cursus Ouais. était dédié à finir entrepreneur. C'est ça, exactement. J'ai fini à l'INSEC. C'est là que j'ai décroché le master. Et après, en fait, j'ai tout capitalisé sur moi-même. Je me suis dit, je vais pas travailler pour quelqu'un. Et C'est vrai que t'as jamais bossé pour qui que ce soit. Bah non, j'ai jamais eu de fiche de paye. À part les petits boss, les petits tafs d'été à la mairie d'Antony, etc. bien sûr. Mais la dernière fois, je rigolais tout seul parce que j'ai voulu regarder combien j'avais sur mon CPF. Et Pas j'avais- grand-chose. Et j'avais 37 €. Je tiens à dire que Mamadou a une carte vitale depuis 2 ans. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Et Il ne compte sur personne. voilà, c'est ça. En fait, Non, mais j'ai- c'est vrai. j'ai Mais tout c'est- calé. Quand t'as pas de carte vitale, tu comptes pas sur Non, l'État. tu comptes pas sur l'État. Et à la sortie, quand j'ai décroché mon master, j'ai pas du tout cherché à travailler dans une entreprise. Je voulais pas, ça m'a jamais intéressé. Ouais, tu t'es dit, comme tu as dit, exactement, toute cette connaissance que je viens d'accumuler, il faut qu'elle me serve immédiatement. Voilà, à moi Magnifique. et à moi seul. Bon, ça, c'est magnifique, en fait, parce que finalement, d'avoir cette vision très tôt, ça te permet de gagner un temps considérable. Parce que je pense qu'après, on a tous des parcours un peu différents. Nous, on s'est un peu étendu, mais nous, on a exprimé ça sous forme d'un besoin de liberté et donc du coup d'un rejet de notre condition en tant que, à l'époque, salarié, tu vois. Et finalement, toi, cette recherche de liberté, elle était innée quasiment. Mais en fait, je l'ai compris très tôt. Déjà, moi, je suis un peu un épicurien. C'est-à-dire que j'aime la vie. Un peu
Beaucoup. Voilà, merci. Enfin, On dit ça parce qu'on a le ventre bien plein, Mamadou et moi, d'un merveilleux cassoulet. voilà. J'avais pas mangé de cassoulet depuis quasiment 20 ans. Voilà. Voilà, Tout donc le monde. il sait dénicher les bons produits et en faire profiter son entourage. Je le salue au micro. Et Ouais. pour ça, il faut de l'argent. Ouais. Si tu veux vivre la vie que tu as décidé, bah, il faut l'argent, sinon tu ne peux pas. Et moi, depuis que je suis très très jeune, je me suis toujours dit que fallait que je kiffe. Mais tu vois, moi je prends un peu l'exemple, je dirais, de, je sais pas, je vais pas sortir de stats parce que je suis pas à l'INSEE, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande majorité des gens, le parcours est ce qui est installé même dans un cadre familial, c'est-à-dire que pour gagner cet argent dont tu parles là, il faut bien travailler à l'école pour obtenir un emploi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est très rare les familles dans lesquelles on va inverser ce schéma en disant il faut que tu travailles à l'école pour pouvoir acquérir des connaissances qui te permettront de créer ton business ou bien de créer ta valeur toi-même, tu vois. Enfin, c'est peut-être une idée préconçue, mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour la plupart des gens. Toi, dans l'accompagnement familial, il y avait cette notion du business ou pas spécialement? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Mon père était, c'était un littéraire, il était professeur à l'université. Donc, on a eu une formation très scolaire où il fallait tout miser sur l'école pour pouvoir, comme tu l'as dit, déboucher sur un travail qui pourra t'assurer ta sécurité. Ok. C'est-à-dire que moi, il n'y a personne chez moi, il y avait personne qui m'a orienté vers l'entrepreneuriat. C'est vraiment fou. quelque chose que j'ai vu et que j'ai décidé de mettre en place. Top. Ouais. Top. Et je le regrette pas. J'ai une petite question pour moi. Tout à l'heure, tu parlais de ta deuxième entreprise où, pour le coup, tu as eu cette fois-ci un associé qui était un ami qui ne l'est plus. Est-ce que c'est lié à l'entreprise ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la vie? Non, c'est lié à l'entreprise. C'est qu'en fait, quand ça va pas dans une entreprise, c'est difficile, tu vois. C'est un peu comme dans un couple. Et souvent, en fait, ton couple, il est assez fort pour aller au-delà de ces difficultés que tu rencontres dans le monde de l'entreprise ou que tu rencontres dans la vie de couple. Et là, en fait, je pense que notre association n'a pas été assez forte et que, en fait, quand ça allait mal, finalement, on a chacun pris une trajectoire différente. L'entreprise, finalement, a fini par mourir. Et notre amitié, en fait, c'est toujours un ami lointain parce que je considère que quelqu'un qui a été ami dans ma vie restera jamais, tu vois, un ami. Mais voilà, on a deux Les trajectoires rapports totalement se différentes. sont distendus. Exactement. C'est pas dû à l'âge. C'est pas dû à l'âge. Non. Non, je pense que on a vécu des mauvais moments, tu vois, et on n'a pas su on n'a pas eu de la maturité ici. Peut-être potentiellement c'est l'âge, mais on n'a pas eu de la maturité de se dire ok, c'était du business et c'était pas notre relation amicale. On a tout mélangé et voilà, aujourd'hui on se parle plus. Et ça t'a pas effrayé quand il a s'agi de remonter un truc avec Mamadou, du coup? En fait, avec Mamadou, c'est un peu particulier parce que arrive cette partie où je suis salarié et je recroise Mamadou parce que Mamadou, il faut savoir que je le connais depuis qu'on est petit. On faisait les cours religieux ensemble à la cité universitaire d'Antony. Ensuite, on s'est recroisé au lycée. Et ensuite, on s'est perdu de vue. Lui, il a fait son école de commerce. Moi, j'ai fait mon école de commerce et autres. Et en fait, on s'est retrouvés sur les coups de 25-26 ans, tu vois. Ouais. Et je savais qu'il avait ce business de location de voitures à double commande. Et un jour, je lui avais dit, tiens, écoute, si un jour, t'entends parler d'une agence qui se vend, dis-moi, ça m'intéresse. Un jour, il m'appelle, il me dit, Mourad, j'ai peut-être un truc pour toi, c'est dans le 17e, vas-y, va voir. Elle est pas chère, tu peux la prendre, tu peux l'acheter pour moins de 30 000 et tout, ça peut être intéressant. Je regarde le truc, j'étudie le truc, je le sens pas, je dis Mamad, non, je le sens pas et tout. Et 6 mois plus tard, effectivement, il vient me voir et me dit, écoute Mourad, il y en a une nouvelle à vendre, par contre elle est très chère. J'aimerais bien la prendre, mais j'ai pas l'argent. Je dis ok, d'accord, très bien, mais elle est à combien? Il me dit elle est à temps. Attends. Elle est à temps. Ah, maintenant c'est temps. Hein. Elle est à temps. Ouais. Elle a XXX. Et je lui dis, tu sais quoi, moi, j'ai pas l'argent. J'ai la moitié, mais j'ai pas l'argent. Il me dit, ça tombe bien, moi, j'ai la moitié, J'ai pas l'autre l'argent. moitié.
Et en fait, on en parle comme ça un dimanche où on joue au foot. Ok. On joue au foot entre nous. Et le vendeur était présent. Et le vendeur était présent. On en parle dimanche. Mercredi, on lui donnait l'argent. Donc ça s'est passé en 3 jours. Ouais. Et j'ai pas hésité. Et j'aurais dû. Mais j'ai Pourquoi pas hésité. Non, avant de venir à ça, là, c'est... Tout à l'heure, tu disais, j'ai étudié et je n'ai pas senti. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu entends par j'ai étudié? Bah, comme Mamadou, j'ai fait une école de commerce. Ouais. J'ai fait un business plan, j'ai fait un SWOT, j'ai regardé est-ce qu'il y avait du potentiel à travers cette société. Elle était moins chère que la précédente. J'aurais pu y aller plus facilement, tu vois. Même géographiquement, elle était plus simple pour moi à gérer plein de choses. Sauf que j'ai pas senti ce potentiel. Et je me suis dit, tiens, c'est pas ça qui va me permettre de faire un joli gap. Je comptais rester en tant que salarié où je gagnais bien ma vie en tant que cadre supérieur, mais je voulais avoir un complément. Et je me suis dit, si le complément, il me prend trop de temps pour pas grand-chose, je me suis dit, non, c'est pas ça. Et quand Mamadou m'a présenté l'autre affaire, il m'a dit, écoute, celle-là, elle est chère, mais par contre, le potentiel, il est là. Et je lui ai fait confiance. Et quand je dis, en fait, j'aurais peut-être dû me poser la question, c'est que finalement, vraiment, ça a duré 72 heures. En 72 heures, j'avais pris ma décision de sortir toutes mes économies, parce que j'avais pas un euro de plus. mais grâce au business plan que tu avais fait pour la première affaire, Ouais, là, tu as vu, tu as senti l'opportunité. exactement. Ouais, t'as pas eu besoin de refaire toute l'étude parce que tu avais déjà des référentiels par rapport à l'autre. Et en plus, j'avais confiance en Mamad. Ouais. Ça veut dire que dans la vie, généralement, je fonctionne de cette manière, c'est que je m'accroche aux gens. Je suis à un niveau, je vois qu'il y a un mec qui est plus fort que moi, je m'accroche à lui, j'apprends. Et après, je vais rencontrer quelqu'un d'autre dans ma vie, je vais m'accrocher à lui. Et c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Mon oncle, il m'a dit, fais ça, je l'ai fait. Ouais. Ça avait marché, tu vois. Et quand j'ai essayé de faire autrement et que je me suis associé avec quelqu'un, en fait, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, je me dis plutôt, ok, j'ai confiance en ce mec, je m'accroche et vas-y, ça va le faire. Et là, à ce moment-là, j'avais confiance en Mamad. Et vraiment, c'est littéralement ce qui s'est passé. Quand on a repris la société, celle qu'on a rachetée ensemble, tout ce qu'il me disait de faire, je le faisais. De temps en temps, il me disait, je lui faisais des propositions, il me disait non, je pense pas que ce soit bon, mais vas-y, fais-le. Ok. Au bout de 3 mois, je me rendais compte que c'était une connerie. Après, je disais, c'est bon, ok, t'es bon, t'as raison. Et après, j'ai écouté sur 90% du temps, vraiment. Mortel. Et tu dis j'aurais pas dû. Tu dis j'aurais pas dû parce que t'es sorti de ton étude de cas habituelle ou parce que la boîte elle a périclité, c'est devenu du n'importe quoi. Par rapport à Mamadou ? Ouais. Non, parce que c'est un coup de poker. Ok. J'ai mis toutes mes économies Ok. sur un mec en qui j'avais confiance. Ok. Non, mais C'est pour tu dis ça. j'aurais pas dû, mais c'est... J'ai eu raison. Voilà, au final. J'ai eu raison. Ouais. J'ai eu raison de le faire, tu vois. C'est ironique. Mais Mais je fais exprès de poser la question parce que justement, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes profils. Ouais. C'est-à-dire que ces profils plutôt commerciaux ou en tout cas liés au commerce, je vous entends parler, vous parlez de businessman. Moi, je suis un entrepreneur, je deviens petit à petit un businessman parce que sinon, en fait, tu mets la clé sous la porte. Mais par contre, c'est pas du tout mon ADN. Voilà. Et quand j'ai des gens en face, voilà, moi, je vais plutôt parler stratégie, marque, etc. Et le business vient après, ou en tout cas, je vais travailler avec des gens qui ont déjà ce côté bien ancré. Et souvent, quand tu rencontres des entrepreneurs qui n'ont pas forcément ce background-là, c'est pour ça que vous avez parlé d'études et j'imagine que c'est de là que ça viennent certains réflexes, tu te dis, ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça un peu au feeling, au doigt mouillé, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur la question, quand tu dis, je ne l'ai pas senti. Est-ce que c'est juste, c'est mon feeling ou alors est-ce que c'est je me mets devant la planche et puis je commence à gratter, ouais. C'est ça, hein, c'est vraiment, je me mets devant la planche, mais Mais déjà, attends, Mourad, je te coupe. Je reviens sur ce que Sergio a dit. Il y a une différence entre businessman et entrepreneur. Le businessman, pour moi, c'est quelqu'un qui saisit l'opportunité. Celui qui va créer sa chance, celui qui va créer le fait de transformer une affaire. Un entrepreneur, c'est différent. Un entrepreneur, c'est une personne qui sait gérer. Une personne qui a tous les codes, qui a appris, par exemple, à l'école, comment gérer une entreprise, comment gérer un chiffre d'affaires, comment gérer une équipe, comment gérer son marketing, ses ressources humaines. C'est deux choses différentes. C'est marrant, moi je voyais plutôt l'inverse. Ouais, je suis sûr que si tu mets... Et c'est ça qui est intéressant avec ce podcast, c'est que chaque fois que tu vas mettre des gens autour de la table,
l'image qu'ils ont de l'entrepreneur ou du businessman, parfois pour eux c'est la même chose. Puis comme toi, certains vont dire c'est carrément différent, quoi. Ouais, moi, tu vois, j'ai plutôt le côté businessman. C'est celui qui sait gérer une affaire, qui comprend justement euh, une économie de marché, qui va comprendre des leviers, qui va comprendre comment pouvoir justement créer de la valeur, revendre, qui va, tu vois, qui a plutôt ce nez fin de une entreprise a une valeur, elle est destinée à être vendue ou elle va être destinée à grossir, qui a un profil de croissance ou un profil value, qui va, tu vois, qui va avoir finalement des schémas et qui va prendre ça. Business pour moi c'est les chiffres, quoi. Ouais. Et l'entrepreneuriat, c'est le côté j'entreprends. Et justement, j'ai l'impression que tu as vu dans les profils qu'on voit naissants de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat par cette quête un peu de liberté, mais qui savent pas trop où est-ce qu'ils mettent les pieds, tu vois, qui découvrent énormément. Attention, je vais dire l'URSSAF, mais ouais, qui découvrent l'URSSAF. Oulala. Non, mais il y en a énormément. Moi, il y a quelques années, quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, ayant moi-même eu ce parcours-là, avec plein d'interrogations, il faut monter les statuts, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et moi, j'ai ce côté agence de com, donc je sais très bien ce qui se passe au niveau de lancer une marque et puis avoir son discours marketing, etc. Et je me dis, il y a forcément un créneau sur les entrepreneurs pour les accompagner justement quand ils ont une idée, à la faire connaître, à la matérialiser. Donc je vais au salon de l'entrepreneur et il y a un exercice super cool, il y a un atelier sur un des étages où ils font une sorte de speed dating d'entrepreneurs. Donc tu arrives et tu as 3 minutes pour discuter avec la personne en face de toi, lui expliquer ce que tu fais, échanger les cartes et voir ce qui se passe derrière. Et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui en fait confondent business et idée. Là pour le coup, c'est là où je mets une différence, c'est ah tiens, j'ai une idée géniale et dans mon esprit ça va marcher. Et c'est pour ça que je parlais de doigts mouillés. Il y a plein de gens comme ça qui se disent ah, je sens qu'il y a quelque chose là-bas, qui n'ont pas fait d'analyse concurrentielle, qui savent pas combien ça va leur coûter vraiment. Typiquement, quand je commençais à parler de mes prix, j'ai bien compris que c'est pas avec ce type de personnes que j'allais travailler parce qu'ils voyaient ni ce que ça coûtait ni la valeur que ça pouvait leur apporter. Donc je me suis dit ok, effectivement, c'est quelque chose qui c'est ce que tu disais, Vincent. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce côté entrepreneuriat parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois toujours pas comment accompagner ces gens-là. Donc il y a plein de dispositifs, comme tu disais, CPF, etc., pour essayer de leur alléger un peu le chemin. Essayer de leur retirer un maximum d'argent qu'ils n'ont pas à sortir. C'est ça. mais en vrai, à part certains types d'entrepreneurs qui ont déjà cette vision-là, qui ont des investissements lourds, où ils sont obligés de dire XX au lieu de donner les montants. Voilà, tu peux pas vraiment jouer, vraiment jouer et faire ton business à toi, en tout cas, avec ce type de profil, malheureusement. Ou alors tu choisis un modèle économique qui est basé sur la quantité et du coup tu vas faire une sorte de service clé en main avec un modèle reproductible dans lequel toi la franchise, du prêt-à-porter. Du low cost créatif et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je suis vite sorti de ça. Pour expliquer un peu votre business, les gars, donc vous êtes sur un marché qui est la location de voitures à double commande. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, à la base, Mamadou avait donc, à la sortie de ses études, il s'était lancé dans la location de voitures à double commande. Avec mon frère Bakary. Avec son frère Bakary. Alors donc oui, c'est là qu'on précise que Mamadou est le frère de Bakary Seck qui est déjà venu au micro de ce podcast. C'est ça. Donc vous trouverez peut-être des similitudes dans la façon d'aborder l'entrepreneuriat ou des fois des disparités. C'est ça qui va être cool à voir. Maintenant qu'on a rajouté cette précision, tout à l'heure Mamadou disait qu'il n'avait pas eu de figure de l'entrepreneuriat autour de lui. Et donc ça veut dire quoi, qu'à l'âge où tu bascules dans l'entrepreneuriat, Bakary n'est pas encore dedans? Si, Bakary est dedans. D'accord, donc mais c'est pas quelque chose qui t'inspire du tout ou c'est toi? Non, c'est parce que tout à l'heure on parlait de la première image de l'entrepreneuriat dans la jeunesse. Ok. Après, dès que j'ai fini l'école, mon frère était déjà dans la franchise, dans la location de voitures double commande, et je l'ai accompagné un peu.
Mais oui, mais en fait, vous n'avez pas énormément d'années d'écart. Du coup, quand tu étais petit, lui n'était pas du tout dans l'entrepreneuriat à ce Non, pas moment-là. du tout. Ouais, non, non, c'est non, ça. non. Et du coup, on fait, il était dedans. Et du coup, quand on rachète ensemble la société dans Paris 13, du coup, c'est toujours de la location de voiture double commande. Et en fait, j'ai la chance, et c'est aussi ça où Mamadou il est fort, il est visionnaire. Franchement, il est visionnaire. La vérité, je le dis parce que souvent, il a une phrase qui est bien. De toute façon, il la redira si je l'ai dit mal. Mais Mamadou, il évite les problèmes et moi, je les résous. Ok. Donc, en fait, lui, il sait éviter un problème et donc, c'est très bien. Mais quand le problème, il n'a pas su l'éviter et qu'il arrive, c'est moi qui vais le résoudre. Ok. Et c'est un peu là notre complémentarité. Et en fait, il me dit, Mourad, là, il va y avoir telle nouvelle loi dans un an, dans 6 mois. On est obligé de changer de modèle. Et il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on devienne une auto-école. C'est obligatoire. Sinon, on est mort. Ça, pour expliquer un petit peu, c'est là où il y a de la complexité, en fait, dans votre business. C'est que, finalement, nous, on a un épisode qui parle des risques, justement. Et comment on peut anticiper les risques. Et quand on peut pas les anticiper, finalement, quand on les prend pleine poire, ben, comment on compose avec ça. Et puis, on a un autre épisode sur l'adaptabilité, justement. Toi, donc, dans ce business-là de la voiture à double commande, tu sens que vous êtes sujet à une compétition finalement avec les auto-écoles, parce qu'il s'agit de ça en fait, la location à double commande, si on doit réexpliquer un petit peu rapidement. Je vais le faire en 2 phrases. Les auto-écoles, elles permettent à des élèves de passer le permis et de se former. La location double commande, c'est quand tu es déjà en auto-école, qui te suit, et du coup tu vas venir avec un proche, un parent, avec un cousin, qui lui va jouer le rôle du moniteur. Il faut qu'il ait plus de 50 permis. Okay. Et toi, tu vas pouvoir t'entraîner avec une voiture d'auto-école. Et ça permet du coup de réduire le coût de la location, puisque tu n'es pas avec un moniteur d'auto-école salarié. Et donc finalement, tu vas juste louer une voiture qui te permet ça. C'est encadré par la loi. Ça va te coûter 20 € par heure. Ça va te coûter 20 € par heure. En moyenne, au lieu de 60 € à l'auto-école. Ok. Mais du coup, nous, en fait, on loue un véhicule type Clio 4, 100 € par jour. Ok. Là où, en fait, si tu veux louer demain une Clio 4 chez n'importe quel loueur et tu vas la louer 40 €, 50 €. Okay. Nous, en fait, avec ce marketing de la location double commande, on la loue 100 €. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, finalement, c'est vraiment un marché de la location de voitures. Exactement. En fait, à la base, on est des loueurs de voitures. C'est ça. Dans un monde avec des clients qui passent leur permis. Ok. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle loi qui dit que demain, il y aura moins d'examens en candidat libre, que les lois autour des auto-écoles vont être très resserrées pour mieux les contrôler. Ouais. Et que la location de double commande, Mamadou me dit, Mourad, ça va partir en cacahuète. Donc toi, Mamadou, t'arrives à percevoir les lois qui vont arriver, ou c'est quand elles arrivent que tu sens que ça va être... Non, c'est sur une tendance. Ok. Comme je suis dans le business depuis bientôt 10 ans, ouais. Je sens l'évolution des choses. Ok. C'est-à-dire que petit à petit, ce que moi a oublié de dire, c'est que les gens qui sont à l'auto-école et qui désirent s'entraîner davantage viennent à Permis Malin. Ok. Les gens qui sont en conflit avec leur auto-école, parce qu'elle ne veut pas donner la date, parce qu'ils les font un peu galérer, hein, on a tous l'image de l'auto-école un peu escroc, qui abuse et qui ne veut pas donner des dates pour passer le permis. Ou qui rajoute des heures pas spécialement justifiées. À la volée comme ça. Ouais. Et, en fait, petit à petit, on voit qu'il y a moins de gens qui se plaignent. Ok. Quand tu vois qu'il y a moins de gens qui se plaignent, ça va avoir une incidence directe sur ton chiffre d'affaires. Ok. Donc, tu as le nez creux. Tu es obligé. Donc, sur la tendance. Voilà. Ouais, là-dessus, il a été fort. Et c'est vrai que quand il me dit, Mourad, il faut changer, donc on déménage, on change de local, on change de business model. Et à ce moment-là, on est dans le top 3 des agences françaises. Quand on dit à notre franchiseur, le boss de la franchise, on lui dit, on va changer, on va déménager et on va avoir telle stratégie. Il nous dit, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Ça marche très bien. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous êtes fous. Donc, nous, on a établi ça. Enfin, nous. Non.
on a discuté de ça un petit peu dans le podcast. On appelle ça le switching cost. Ouais. Je le dis bien là, Félix? Ouais, ça va, tu te débrouilles. C'est mon tuteur en anglais. Switching cost. Switching cost. Switching cost. Ok. En gros, c'est le coût du changement. Ok. Est-ce que ça va coûter à une entreprise ou à un individu de changer? Et à quel point, en fait, ça va le sortir de sa zone de confort. Donc là, c'est justement ce que tu dis là, Morad. C'est ton franchiseur, il a son modèle. En plus de ça, c'est lui qui l'a imaginé, pensé, et qui doit le décliner à tout un tas de franchisés. À partir du moment où vous faites preuve, entre guillemets, d'autonomie, de prise d'initiative, vous êtes proactif sur justement cette vision-là de tendance et vous décidez de changer vous-même, ça le sort du confort, finalement, de ce qu'il sait faire, de ce que la franchise propose. Ouais. Et le fait peut-être de devoir changer le modèle pour l'ensemble des franchises, ça représente un coût qui est énorme. Ou alors, est-ce que c'est un truc qui était facilement déclinable? Bah, Mais même au-delà de ce côté switching cost, etc., moi je pense qu'il y a surtout un truc que les gens n'aiment pas faire, c'est prendre des risques. Sauf que si tu veux du gros gain, à un moment donné, il va falloir que tu prennes des risques. Winamax, Et grosse cote, gros gain, un gros respect. Et en fait, surtout, une société, elle bouge. Soit elle avance, soit elle recule, mais elle ne stagne pas. Donc en fait, soit tu fais l'effort de toujours avancer un petit peu, sans potentiellement tout changer tout le temps, mais soit tu évolues tout le temps et tu changes un petit peu, soit tu recules. Si on était resté sur le fait de on est les meilleurs, on est dans le top 3, voire on est les premiers, et rien ne peut nous atteindre, en fait, là, un jour, on va s'endormir, on va se réveiller, on va être mort. Mais cette notion de changement, t'as vu, elle est difficile parce que je t'entends, mais en même temps, il y a des exemples où justement ce switching cost, il est tellement important, et je parle même plus là de l'entreprise, je parle du consommateur. Je prends l'exemple de Coca par exemple. Coca, il y a un moment en fait, ils décident de changer la formule du Coca et ils veulent appeler ça le New Coke, tu vois. Ouais, je me souviens de ça. Et donc, ils balancent ce truc-là, marketing de dingue, campagne de pub de malade. Ils refont la recette du Coca. Et en fait, c'est parce qu'il y a la concurrence avec Pepsi. Pepsi qui talonne, qui devient le challenger. Et puis, eux, ils décident de finalement avancer, tu vois, plutôt que de se faire grignoter des parts de marché. Et donc, ils se challengent eux-mêmes. Et ils sortent cette recette, le New Coke. Et là, ils reçoivent une flopée d'insultes, de menaces de consommateurs qui détestent leurs nouveaux produits, qui veulent revenir à l'ancien Coca. Et en fait, ça leur coûte un prix mais considérable de revenir à l'origine. Donc, des fois, je pense que c'est vraiment un truc de... Enfin, t'as mis le doigt dessus, en fait. C'est la tendance. Et cette tendance, il faut quand même avoir une certaine faculté pour savoir à quel moment switcher, à quel moment c'est vital et à quel moment il faut surtout pas bouger. C'est un peu un truc qu'on retrouve en investissement, par exemple. On dit ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, tu vois. Et je pense qu'il faut quand même... mais là, toi, tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai dit ça, quand je t'ai dit, ouais, t'as cette vision, tu as dit, t'es obligé. Et je suis archi d'accord, mais c'est pas quelque chose de... comment dire, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde, tu vois. Frérot, moi j'ai zéro vision. Hein. Mais Il me dit on fait, je fais. Du coup, ouais. Non, sérieux, c'est vrai. J'allais venir à ça. J'en ai là- zéro. Hein. là, excuse-moi. Vas-y. Là, tu as pris un très bon exemple. Coca-Cola. Coca-Cola, ils sont arrivés à un moment donné, ils ont dit, bon, bah maintenant, on va innover. Bon, ok, il y a eu un flop. Mais si ça avait marché. C'est là que la force, elle est dans une grande marque comme ça. Parce que si ça avait marché, ils auraient encore plus pété. Ils se seraient détalonnés, entre guillemets, de Pepsi. Mais non seulement, je vais même rajouter là-dessus, non seulement c'est bien, mais en plus de ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas continué d'innover, parce qu'ils ont sorti le zéro. C'est eux qui les premiers à mettre le mot zéro. Et maintenant, on le voit partout, le zéro. On le voit même dans les trucs de protéines, dans tout. C'est devenu un argument de vente, le zéro. Donc, en fait, ils cherchent l'innovation. Et en effet, ils testent des choses, tu vois. Et puis, en plus, même pour l'image de marque, c'est très bien d'innover. Ouais. Même si tu floppes, c'est pas grave. Ouais. Au moins, tu as essayé. Ouais. Tu vois. Et là, je vais te prendre une autre marque qui est en train de prendre un virage, un virage étonnant, c'est Total.
Je sais pas si vous voyez toutes les stations Total. Voilà, moi je fais attention à des petits trucs comme ça. Tout le Mhm. temps. Toutes les stations Total, ils sont en chantier. Ouais. En fait, là, Total, ils sont en train de prendre le tournant de l'électrique. Pourtant, à l'heure actuelle, il y a combien de voitures électriques par rapport à des voitures thermiques, c'est-à-dire essence? Ouais, là, c'est une minorité. Une Très minorité. peu. Mais là, ils sont en train de changer toutes leurs stations. Mais en même temps, j'ai envie de me dire, là, pour eux, c'est même, pour le coup, obligatoire. Mhm. Parce qu'en effet, il y a une loi qui est européenne, qui stipule qu'à partir de 2030, plus aucune voiture thermique ne pourra être vendue neuve. Mhm. Donc en fait, je trouve ça normal. Il y a C'est-à-dire une que... loi, il y a une loi et il y a l'image. Voilà. C'est-à-dire que tu te fais détruire depuis longtemps. Et si tu remontes il y a peut-être 15 ans, ils avaient déjà sorti une campagne où ils disaient vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Et ils ont complètement mis de côté le côté énergie. Et c'était justement la station où tu venais, justement, quand tu es Vivre une en train, expérience. ouais, tu viens vivre une expérience quand tu es en train de te taper 6 heures de route, tu t'arrêtes et puis là, ça se passe bien. Il y a un mec qui retrouve son lapin, machin, d'enfance, enfin bref, qui lui ont gardé là-bas toutes ces années-là. Enfin, tu vois, donc on positionnait déjà sur un truc un peu plus serviciel. Donc, à la fois, effectivement, en 2035, tu es sûr que si tu l'as pas, tu es à la rue. Mais en plus, tu le fais un peu plus tôt pour te positionner comme un pionnier Voilà. sur tout ce qui est énergie Ça. renouvelable. Ils ont changé le logo. Hein. Ouais, C'est plus Total, c'est TE. TE, Total Energy. Donc Total Energy, ils ont mis l'arc-en-ciel pour Bah, être un peu plus sympa. Tu vois. Alors ça, après, moi, je m'intéresse pas mal justement du coup, à l'investissement et ça me permet de m'intéresser pas mal aux sociétés. Et pour le coup, ces entreprises, ces grosses pétrolières, en fait, elles sont dans une dynamique de greenwashing total. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de... Après, quand tu regardes quand tu regardes la répartition de leur budget et ce qu'ils mettent en recherche et développement dans le pétrole par rapport aux énergies vertes, tu comprends vite que c'est vraiment du greenwashing plutôt Ouais. que... C'est pour ça que je te parlais de cette campagne qui date d'il y a 15 ans. C'est ça. Où dans le business, ils n'avaient rien changé. C'était que de l'image, C'est c'était que du l'image, martelage télé. Mais ça marche, t'installes un narratif. C'est ça. Et- Mais Total, tu vois, pour moi, c'est les leaders. Ouais. Et c'est le leader qui innove. Ouais. Pendant que les autres restent dans leur, entre guillemets, zone de confort, ils se disent, on va faire ça après. Mais même pour un leader, c'est pas... c'est vraiment cette notion-là c'est pas inné le mot que je cherche, c'est intuitif, tu vois. C'est pas forcément intuitif. T'as des très gros leaders qui ont fini par être justement les derniers de la classe parce qu'ils ont pas vu le disrupteur arriver, la tendance. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est une Ouais, faculté tu prends de ouf l'industrie en de la fait. musique, c'est un peu ça. L'industrie de la musique, c'est exactement ça. Tu prends La Redoute, on avait La l'exemple Redoute, de c'est la Redoute exactement avec ses ça. catalogues qui n'ont pas voulu suivre Internet. Internet, tu prends la distribution de films, la location de films vidéo. Tu avais Blockbuster pour l'histoire aux États-Unis qui ne croit absolument pas en une petite entreprise de merde qui veulent faire du truc de streaming qui s'appelle aujourd'hui Netflix. Ouais. Les Blockbuster n'existent plus. Donc même ces leaders mondiaux qui sont installés avec une image de marque, avec des budgets à non plus finir, ils peuvent être concurrencés par justement celui qui ose, celui qui comprend la tendance, celui qui comprend le marché, qui comprend le truc. C'est pour ça que je te dis, tu l'as, ce truc-là, mais c'est une sacrée faculté. Et je pense que c'est pas inné, tu vois. Et moi, j'ai tendance à dire que justement, c'est pas le leader qui a la plus grande capacité d'innovation. Parce que tout simplement, c'est plus difficile de faire tourner un paquebot qu'un hors-bord, tu vois. Et plus tu es petit, agile, plus tu peux faire ce type de mouvement-là. Le problème, c'est que l'histoire ne te retiendra pas. Parce que quand tu auras fait ce mouvement, le gros, il va répliquer, mais avec une force de frappe en com qui fait qu'on va t'oublier. Et je pense que c'est sur Netflix, il y a ce documentaire sur la marque N1 que moi j'ai connu dans mes années un peu basket, tout ça, tu vois. Ils ont complètement disparu de la circulation parce que eux, ils étaient sur une niche qu'ils ont créée, défendue, etc., des joueurs de street basket. Et quand ça a commencé à péter, que leur tournoi était connu, qu'ils vendaient des mixtapes partout, Nike a sorti une pub qui les a éclatés Qui les a en éteints. 2 secondes. Parce qu'ils avaient la force de frappe, ils ont mis dedans des personnalités, mélangées avec des gens qui sont vraiment de cette street cred là. Et puis d'un coup, quand tu as les moyens, c'est toi qui deviens
le visage de cette innovation alors que ça vient pas de toi, tu vois. Donc c'est une façon comme ça de réécrire l'histoire qu'ont les puissants finalement. Et c'est là où je suis pas super d'accord sur est-ce que c'est les gros qui innovent. Non, ils ont de l'argent pour le faire, mais je peux te dire que ça va très très lentement. Et c'est vrai que généralement, les gros, ils rachètent. Ils rachètent les petits, ils Ah les oui. vendent. C'est ça. Et donc, du coup, toi, tu sens que... Alors, parce que pour expliquer, enfin, pour m'expliquer même, vous êtes quand même en concurrence avec les auto-écoles. Non, on n'est pas en concurrence. En fait, on arrive en complément. Oui, non, mais ça, c'est ce qu'on raconte aux clients. Les gars, Merci, tu l'as vu. C'est bravo, tu l'as vu. vous leur Effectivement. grignotez des parts de marché. Des petites parts de marché. Voilà. Ouais. T'as signé quelque chose ou quoi Non, mais, parce que- mais je capte. C'est vraiment des petites parts de marché qu'on grappille. Pour vous donner un exemple, un permis malin, il va prendre 10% des clients de toutes les auto-écoles du coin. Ok. Ouais, mais 10% de 10 auto-écoles, ça fait combien de pourcents? Voilà. Voilà, c'est dit. Mais donc, Même du moi, coup, s'il y a quelqu'un qui va me prendre 10% sur mon marché, je suis pas content. du coup, ces auto-écoles, est-ce qu'on a un lobby des auto-écoles en France comme on peut avoir un lobby des taxis quand on a vu la guerre avec Uber? Est-ce que c'est un truc où vous avez senti qu'il y avait une forme de corps commun qui pouvait Bien sûr. ouais. Ah bah bien sûr, il y a un lobby qui est très puissant des auto-écoles. Ok. Et c'est ce lobby-là qui a essayé, depuis 2009, de mettre des bâtons dans les roues dans L'appareil législatif notamment. voilà, Ok. en créant des lois pour freiner la location double commande. En fait, c'est toujours la même histoire. Les permis malins est arrivé, les auto-écoles, elles ont dit non, ils ont crié au scandale, ils ont commencé à contacter le ministère et tout pour faire fermer les permis malins, les voitures double commande. Puis est arrivé Ornicar. Ornicar, c'est vraiment L'ubérisation du coup, l'ubérisation de l'auto-école. Finalement, à ce moment-là, finalement, les permis malins, ils sont gentils. Tu vois. Tu peux Mais expliquer Ornicar, c'est le rapidement méchant. Ornicar parce que leur modèle il est complètement dingue. Ornicar, en fait, c'est une auto-école en ligne. Et en fait, finalement, tu es toi moniteur, tu as ta voiture, tu te mets disponible sur Ornicar. Ornicar, eux, ils ont des clients à qui ils mettent à la disposition finalement ces moniteurs-là. Et du coup, toi, tu choisis ton moniteur qui habite à côté de chez toi et Ouais. qui aide à faire des cours de conduite. Et tout ça, en fait, finalement, au lieu que ça te coûte 60 € de l'heure, ça te coûte que 29 € de l'heure. Du coup, Un jour, tu peux conduire à Antony. Si tu sais que si dans tu vas 3 en semaines, Bretagne, dans 3 semaines, tu seras à Lille ou Ouais. tu seras dans le 93 ou à Marseille, tu peux continuer incroyable. de ton apprentissage de la conduite. Et de l'autre côté, j'imagine que tu as le moniteur qui ne dépend pas d'une auto-école fixe avec un patron fixe qui reste toujours le même. Il a un sentiment, entre guillemets, d'indépendance. Du coup, il est en relation avec des clients. Du coup, il se sent peut-être même un peu entrepreneur. Ouais, Les- Leur exactement. statut social, c'est... je Ubérisation. C'est ça. suppose, C'est ils comme sont- Uber. Auto-entrepreneurs, ou Auto-entrepreneurs, ou bien ok. ils ont leur société. Donc, C'est incroyable. Ornicar ne paye pas de charges sociales sur les employés, parce que Ouais, c'est pas leurs ubérisation. employés. Magnifique. C'est comme Uber. Et donc, enfin, magnifique, je sais pas, mais en tout cas, Oui, c'est un bon concept, c'est franchement, c'est un c'est- tour de force magnifique. Le concept de l'auto-école, les gars, expliquez-nous. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une auto-école en France pour avoir son permis de conduire? L'apprentissage de la conduite. Ok. Et Mais ce qu'il on faut peut pas le savoir- faire n'importe où. Si, ce qu'il faut savoir, c'est que le permis, c'est un examen d'État Ouais. qui est censé être gratuit, Ok. comme le bac et le brevet. Ok. C'est-à-dire que si demain tu veux passer ton bac, tu te mets en candidat libre, tu passes ton bac. Et ça, c'est la même chose pour le permis. C'est la même chose pour le permis. Donc, le permis, on peut aller. C'est où? À la préfecture, Voilà. À la préfecture, s'inscrire en candidat libre. s'inscrire en candidat libre et demander une date. Si tu ne sais pas, c'est qu'il y a un lobby. Ça, c'est incroyable. Voilà. C'est-à-dire que, justement, toutes ces informations qui sont cachées et qui te font penser qu'il y a quelque chose d'obligatoire qui ne l'est pas, Mhm. en général, c'est qu'il y a un lobby bien installé. On a un très bel exemple, Sergio, c'est les 20 heures de conduite. Depuis qu'on est petit, on pense que... Il faut 20 heures de conduite pour passer son permis. Alors que pas du tout. C'est le minimum requis. Pas du tout. Même pas. Même pas. Non, je veux dire dans notre Voilà, notre ouais. schéma, quoi. Dans notre schéma, dans notre tête, il fallait faire 20 heures. Alors, qu'est-ce qui fait? Alors, donc là, Sergio, il y a répondu en tout cas à moitié. Il y a un lobby qui t'installe ça dans la tête de tous les gens, mais je suppose que tu as des filous qui quand même se renseignent. Est-ce que c'est un parcours du combattant si tu veux le faire?
Ouais, c'est un parcours du combattant. Ok. Parce que les administrations ne mettent pas en place toutes les dispositions pour que ce soit facile. Donc, Par- du coup, par une exemple- auto-école, elle est favorisée. Par exemple, si demain, tu veux passer ton permis en candidat libre, bah, comme l'a dit Sergio, on va à la préfecture, Ouais. on demande une date de passage en candidat libre. Mais sauf que la date, par exemple, tu vas l'avoir en 9 mois, en 10 mois, Ok. en 1 an. Procédure de découragement. Ok. Donc, bah, tu es obligé, si tu es un peu pressé, bah, tu es obligé d'aller te rapprocher vers l'organisme qui a des dates régulièrement. Et C'est l'auto-école. comment eux, ils obtiennent les dates? T'as des critères, c'est en fonction d'un taux de réussite, c'est quoi? Bah, en fait, ils ont un agrément préfectoral qui leur attribue des dates en fonction du nombre de moniteurs qu'ils ont. Tous les mois. Je sens qu'on nous dit pas tout là. Mais Non, si, c'est ça. Ah. C'est ça. Donc, Toutes les plus auto-écoles, t'as de moniteurs, plus tu as de dates. du coup, Ornicar, qui compte un nombre incroyable de moniteurs, Ils ont énormément de dates. c'est incroyable. Et c'est pour ça que maintenant, les auto-écoles traditionnelles sont un peu énervées. Ok, donc vous êtes plus du tout les disrupteurs. Là, il y a le big méchant disrupteur qui est arrivé. Ah, on nous a oubliés. Vous êtes tranquille. On est tranquille. Et du coup, c'est ça que Mamadou il a vu. Ok. Et il a senti le truc parce que en fait, finalement, tous les permis malins, en fait, ils ont une baisse de leur chiffre d'affaires, mais sensible. Hein. Ouais. Là où nous, on a fait x2. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement quand vous avez senti ce truc-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place quand vous avez appelé justement votre franchiseur? Vous lui avez dit quoi? Nous, on part sur telle idée. C'est quoi l'idée? Déjà, on lui a rien dit. À ce moment-là, on s'est dit, on sort de la double commande, on va aller dans le monde de l'auto-école, on n'a plus besoin de notre franchiseur. Ça, c'est la première chose qu'on lui a dit. Donc, votre idée, c'était d'ouvrir une auto-école. Voilà, notre idée, c'était d'ouvrir une auto-école. Ok. Du coup, en fait, on s'est dit, on va ouvrir une auto-école à côté de notre permis malin. Ok. Du coup, les parts de marché que vous grappillez, c'est à votre propre auto-école. Exactement. Ok. Et vos clients qui sont fâchés, ils retournent chez vous. Exactement. Ok. Voilà. Ouais. Vous êtes En raccourci, c'est ça. vous êtes en concurrence avec vous-même, quoi. En Ouais, quelque mais- sorte. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on parte sur un business de l'auto-école parce que déjà, c'était un business plus rentable. Ok. Le business de l'auto-école est archi rentable. Ouais. Très sincèrement, et en plus de ça, nous, on avait là où les mecs qui ont des auto-écoles, ils viennent avec des mindsets de formateurs. Nous, on est venu avec des mindsets de loueurs de voitures. Ouais. Ça veut dire que quand je te loue une voiture 60 € de l'heure et que j'enlève le moniteur chargé à 22 €, 23 €, et ben en fait, dans ma tête, je t'ai loué une voiture à 37 € l'heure. Ouais. Dans ma tête, c'est ça. Là où avant, tu l'as loué pour 20 € de l'heure. Exactement. Donc, du coup, j'ai augmenté ma marge de 17 €. Quasiment Fois 50%. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on a fait x2. Et on a gardé ce business permis malin, on a gardé ce business auto-école. Et finalement, on a réussi à faire quelque chose de bien. Mais c'est vraiment, comme je le dis, je pense que j'ai fortement contribué à la mise en place de tout ça parce que j'ai l'avantage d'avoir bossé en société, donc j'ai l'avantage d'avoir vécu des mises en place de process, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est mon parcours en tant que salarié qui m'a permis ça. Mais en fait, la vision, c'est Mamad qui l'avait. En fait, je pense que tu as très bien résumé ça tout à l'heure. Il évite les problèmes, tu les résous. Voilà. Et C'est quand même cool. quand vous vous associez, vous connaissez déjà ces particularités de profil ou alors vous vous découvrez comme ça dans le business. Quand vous arrivez, c'est-à-dire que toi, tu as 50%, lui 50%, Ouais. tu te dis, c'est quoi mon titre, c'est quoi son titre, comment vous vous arrangez. Déjà, pour qu'une association elle marche, comme tu as dit, il faut se connaître. C'est-à-dire que quand moi j'ai décidé de m'associer avec Mourad, je savais très bien qu'est-ce qu'il pouvait apporter. Mhm. Moi, j'étais un peu à bout de souffle, j'étais un peu fatigué, je tournais un peu en rond, et je savais que Mourad, il allait insuffler un nouveau souffle dans le business. Mhm. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La chance qu'on a eue, c'est que déjà, on se connaît depuis très longtemps. Là où des fois l'association
entre amis peut être délicate, à partir du moment où les règles elles sont fixées, bah en fait, c'est comme si on travaillait pour une entreprise. Bah, Il a sa, par exemple, il y en a un de nous deux qui gère les finances et l'administratif. Il y en a un autre qui va gérer la partie terrain. Mais par exemple, celui qui gère la partie terrain n'a même pas les accès à la partie financière. Même pas les codes, n'a même pas ce qui se passe à la banque, ça regarde que la personne concernée. Et celui qui s'occupe de la partie financière ne sait même pas les voitures qui sont en train de tourner. Et c'est là que l'association elle est forte, parce que là où on est aujourd'hui, tout seul, moi qui étais là dans le business, j'aurais jamais pu y être. Parce que il y a eu plein de petits facteurs, il y a eu plein de petits détails que Mourad a apporté. Par exemple, le nouveau local, là où on est, là où vous êtes venu, tout seul, je l'aurais jamais eu. Alors que c'est ce local qui a marqué l'évolution, qui a permis finalement votre projet, quoi. Voilà. Sans ce local-là, bah, pas de transformation. pas de transformation, pas d'évolution, stagnation. L'histoire de ce local, elle est pas mal quand même. Vas-y, raconte. En fait, c'est un local dans le 13e. Sergio, tu as déjà dû le voir. Pendant 5 ans, il est fermé. Avant, c'était une auto-école. Il est en face du métro, sur une avenue archi grand. Sur le boulevard Vincent Sur Auriol. le boulevard Vincent Auriol, incroyable. Et il y a grave du monde qui voulait ce local. Sauf que il y avait un numéro de téléphone, c'était un numéro de téléphone fixe, et personne n'arrivait à joindre le propriétaire. Il avait mis à vendre, mais tu appelais, tu ne pouvais pas l'avoir au téléphone. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, le mec, il existe, tu vois. Et j'appelle, ça marche pas, ça fonctionne pas. Moi, il m'en parle et je dis, Mourad, laisse tomber. Ce local-là, depuis que je suis là, je le vois. Ouais. Il me dit, non, vas-y, t'inquiète, laisse-moi gérer et tout, on va le faire. Je dis, Mourad, tu perds ton temps. Tu perds ton temps, ça sert à rien. Tout le monde veut ce local-là. Même moi, je le voulais, mais en fait, il y a un numéro de fixe et on sait pas c'est à qui. Et j'arrive pas à savoir à qui il est. Et un jour, ce local-là, il est à côté d'un immeuble. La porte d'à côté, c'est un immeuble. Je me mets dans le hall de l'immeuble et je vois passer le gardien. Je dis, excusez-moi, vous savez pas qui? Il me dit, si, c'est à quelqu'un. Il habite en Sarthe, dans la Sarthe. Ok. Et il me dit, il habite dans la Sarthe. Et finalement, il est en conflit avec le bailleur. Ils sont en procès. Laissez tomber, vous n'arriverez jamais. Là, on est sur une masterclass, les gars. Et là, je me dis, putain, merde, c'est chaud. Je me dis, c'est chaud et tout. Mais je continue. Je reste dans le hall d'immeuble et chaque personne qui passe, je lui pose une question sur le local. Et là, comme par hasard, je pose la question à une vieille dame. Elle doit avoir au moins 80 ans, 90 ans. Elle me dit, mais bien sûr, je le connais, le propriétaire. Et j'ai même la clé du local. Attendez, qu'est-ce que vous me dites là? Bah, j'ai la clé du local. Il me l'a déjà donnée. Je vais la chercher si vous voulez. Et là, je me mets à visiter le local. J'envoie la vidéo à Mamadou, il ne me croit pas. Et je lui dis, j'ai croisé une vieille dame de 90 ans avec la clé. Elle me donne le numéro de fixe de la personne qui habite dans la Sarthe, tu vois. Du coup, le bon numéro cette fois-ci. Et le bon numéro. Sauf que le mec ne répond pas. J'appelle à 9h, il répond pas. Je rappelle à midi, il répond pas. Et plusieurs jours comme ça. Et en fait, puisque je suis de formation commerciale, j'ai compris que quand une personne ne répondait pas, peut-être que tu appelais à la mauvaise heure. Et là, un jour, j'essaie à 19h. Et à 19h, monsieur Delabrière, il arrête de jardiner et il rentre chez lui. Parce que sinon, il jardine du matin au soir. Et il arrête de jardiner à 19h, il va se coucher à 21h. Donc en fait, à côté T'as un laps de temps de 2 heures où tu peux attraper. Et là, il me dit, ok, je veux bien vous rencontrer. Sauf que le mec me dit, j'ai pas d'adresse mail, j'ai pas de numéro de portable, j'ai qu'un fixe. Et un arrosoir. Et un arrosoir. Et là, maman, je lui dis, écoute. Monte dans la voiture. Exactement. Et c'est exactement ce que Monte dans la voiture, on y va. Et on est parti. Sauf que je suis parti tout seul parce qu'il pouvait pas venir. Et surtout, je lui ai dit, Mourad, tu perds ton temps. J'ai Laisse fait tomber. 5 heures de route. Ouais. La vérité. J'ai fait 5 heures de route. Je suis parti avec un contrat que m'avait fait l'avocat. Et il a lu chaque page, avec ses lunettes, tout doucement. Il lisait avec le doigt. Il a signé. Non, ce qu'il faut savoir, C'est c'est que incroyable. le gars avait l'auto-école depuis 74. Ouais. Ah ouais. Si vous voulez un peu schématiser, c'est l'archétype du gilet jaune. Ok. 86 balais, petit, costaud, téméraire.
Et en fait, ce mec-là, il était en conflit avec le bailleur qui est la mairie de Paris. Il avait ce local qui payait à l'époque 600 francs. Et ouais, il payait 600 euros par trimestre. Voilà. Imagine-toi. Non, j'y arrive pas. Un local 600. de 5... Sur le boulevard Royal, j'y arrive Ouais. pas. 600 euros par S'il y en a un trimestre. autre, vous nous dites. Non, mais les gars, c'est un truc de ouf. Si un autre jardinier. Finalement, on ramène tout au jardinier ici dans ce podcast. C'est vraiment des gens formidables. Et ce mec-là, en fait, il était en conflit avec la mairie de Paris. Et donc, ça, ouais, c'est le genre de profil, comme tu dis, c'est. Les gars, je vais crever avec mon truc, mais. Vous allez pas me le reprendre. Là, Ouais. c'est entre eux et moi. Ah ouais. Question de principe, il a dit. Après, Mourad, avec le contrat, il discute et on apprend que le bailleur, c'est la mairie de Paris. Ok. Donc, Mourad se rend à la mairie de Paris. Il demande immédiatement Madame le maire. Non, j'avais demandé la responsable des locaux commerciaux. Ok. Et elle me dit, monsieur, on est en procédure avec eux. Donc c'est mort. Je vais même pas vous discuter. Je parle avec vous, je suis en procédure judiciaire. Et je dis, bah, vous savez quoi? Passez-moi le numéro de votre avocat. J'appelle l'avocat, je dis, écoutez, c'est simple. Ça fait 3 ans que ça traîne cette histoire. Moi, j'ai négocié avec lui et j'ai un prix. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, nous, on veut un nouveau bail. Ok, c'est combien le nouveau bail? On veut vous faire payer tant par an. Si j'accepte, c'est bon? Oui. Donc, j'ai obtenu un oui de la part de la mairie qui m'a dit, si vous arrivez à l'acheter et que vous Signer le nouveau bail. signez le nouveau bail, on est OK pour vous récupérer. Tout bénef pour tout le monde. Et le propriétaire, je lui dis, écoute, regarde la mairie, elle m'a dit, si tu acceptes mon offre, Il n'y a plus de il procès. n'y a plus de procédure. Finalement, j'étais la solution pour les deux. Et en fait, on a réussi à faire un win-win-win-win. Parfait. Et Masterclass, comme tu dis. Et la mairie de Paris, à chaque fois, refusait de faire Ouais. un nouveau bail. Elle a Ouais. dit, là-bas, ça va rester une auto-école. Ouais. Pour le bloquer. Donc, il y avait beaucoup de sociétés qui ont proposé au moins 4 à 5 fois plus que ce qu'on lui a donné. Pour Mais la récupérer. mairie refusait pour le bloquer. C'est Magnifique. pour ça que... Et ça, en fait, c'est un exemple. C'est un exemple dans l'association parce que tout seul, moi, je l'aurais jamais fait. Ouais, parce que c'est pas ton profil, c'est pas ton truc, c'est pas. Pas du tout. Tu vas concentrer tes efforts sur aller autre part et peu importe. Mais en même temps, c'est quand tu vois ce genre d'efforts-là qui sont ultra gagnants, en fait. Et c'est là où tu dis, bah, c'est une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens. Exactement. En fait, c'est pas une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens, c'est une barrière à l'entrée pour 99% des gens, puisque, en fait, avoir un local vacant pendant 5 ans sur un boulevard parisien, c'est du jamais vu. Quand on l'a ouvert, très sincèrement, il y a au moins 10 personnes qui sont rentrées la première semaine dans le local pour nous dire comment vous avez fait. J'ai toujours voulu me mettre là, comment vous avez fait. Magnifique. Et c'est coup de chance. Magnifique. Mais comme je dis souvent... Non, c'est pas coup de chance. Alors, je vais expliquer aux auditeurs parce que, bah, du coup, on se connaît bien, nous. On se connaît tellement bien que j'ai même fait les photos de ton mariage. Ouais. Et alors là, il faut que les auditeurs arrivent à se projeter quand même sur le personnage. Il se marie, donc, à la mairie du 13e, justement. Non, à la mairie d'Ivry. Donc, grande mairie, cérémonie, et puis, comme toute personne qui se marie, il dit oui à sa femme, elle lui dit oui, et puis c'est magnifique, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, tout le monde applaudit, et puis moi, je prends des photos de ces instants magnifiques qui resteront aggravés dans la mémoire collective. Et puis, moi, je suis observateur de ce qui se passe. Et donc, je prends des photos, et puis là, là, je vois l'adjointe au maire qui vient féliciter le marié, quoi, comme ils le font, comme elles le font toutes, tu vois. Bravo, félicitations, monsieur, et tout. Et donc, lui, il reçoit la félicitation, et dans la seconde d'après, il dit, venez, justement, je voulais discuter avec vous, alors Mamadou, viens voir. Et donc, Mamadou s'approche, et puis il dit, voilà, on a une auto-école dans le 13e arrondissement. Et là, il se met à parler de son business. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est absolument pas de la chance, c'est que... Et on lui a vendu un forfait. C'est ça la suite de l'histoire. C'est ça la fin de l'histoire. C'est que vous lui avez vendu un forfait. Mais en fait, c'est que, on le dit souvent, la chance, c'est... Souris aux audacieux. Ouais, souris aux audacieux, et en fait, c'est des opportunités. Mais toi, je pense que vous avez à peu près la même vision sur ce truc-là, c'est que l'opportunité, elle est partout. Toute porte a une clé. Ouais, T'as une porte qui t'empêche de passer, elle a une clé, il faut la trouver. ouais. Toi, t'as la patience d'aller la trouver, quoi. Et j'ai la patience. Franchement, on a eu le même problème avec un agrément auto-école. Mhm. On n'avait pas de réponse. Je disais à Mamad, on va réussir à trouver une porte d'entrée. J'ai fait des mails à toute la planète. Je suis tombé sur le bon mec qui, en un jour, m'a donné notre agrément qu'on attendait depuis 9 mois. Mais parce que
En fait, on a persisté. Et en fait, c'est un peu dans notre association, c'est un peu ma casquette, tu vois. Et ça donc, débloque, et ça débloque des situations. ouais. Et c'est là que l'association, elle est forte parce qu'il y a la confiance. Et je voulais venir tout à l'heure, Mamad, quand tu disais ça. La confiance. Parce que les 2 premières années, ça n'a pas été facile. Hein. On s'est beaucoup pris la tête. Hein. Mais après, on se prend la tête tous les jours. Mais on s'était pris la tête fort les 2 premières années. Et en fait, après, on est arrivé. Pas la tête ici, les gars. On était arrivé à un niveau de confiance, l'un dans l'autre. Ouais. Vraiment, j'ai aujourd'hui une confiance aveugle en Mamad. Et en fait, ça fait que, peu importe la situation, s'il prend une décision ou s'il me dit quelque chose, j'ai confiance en lui. Je ne vais pas me dire, derrière, il y a quelque chose ou quoi, ok, tu vois. Est-ce que vous auriez eu la même confiance l'un envers l'autre si vous étiez associés, mais sans ce parcours commun, finalement, sans cette amitié avant? Est-ce que vous auriez pu accorder la même confiance à un autre associé, même si vous avez vu ça, enfin, en voyant sa compétence ou autre? Moi, je pense pas. Ok. Je pense pas que j'aurais pu donner ma confiance comme ça à quelqu'un d'autre. C'est vraiment avec l'expérience, en connaissant aussi Mourad, ses capacités, ses facultés qu'il a. C'est ça qui m'a donné confiance. Parce que la confiance, elle arrive petit à petit. Donc, il a raconté l'histoire, mais c'est vrai que l'association, elle s'est faite en 72 heures. En 72 heures, on s'est vu sortir des sommes gastronomiques, voilà. Comme dirait mon ami Braza, qu'on salue. Et une fois que tu as donné l'argent, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, C'est fini. Donc, ça veut dire que là, il faut bosser. Surtout comment on l'a donné. Et puis, on était des amis. Hop. On était des amis. Ça veut dire qu'après, il faut travailler le truc. Ouais, c'est ça. Il faut travailler et c'est là que la confiance, elle vient. C'est par les... Et la confiance qu'il m'a donnée, moi, je lui ai rendu immédiatement. Et c'est ça qui a fait que une association entre 2 amis, ça peut marcher. Elle se base sur la confiance et sur le respect mutuel des capacités de l'autre. Et tu l'as dit sur la définition des règles d'emblée. D'emblée. Ouais. C'est-à-dire que dès que Mourad il est arrivé, il a un parcours, comme il a dit, financier. Donc, Mourad, tu vas gérer les finances. Je te fais totalement confiance. Voilà. Comme ça, déjà ça, on enlève un sujet. On enlève une prise de tête. Moi, je vais gérer le terrain, je vais gérer le truc. Et petit à petit, tu vas comprendre ce qui se passe. Mais toi, tu vas gérer tu vas être le directeur financier. Et tu sais qu'il m'a jamais posé de questions concernant l'argent. Jamais. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on est associés. Il ne m'a jamais dit je veux voir les comptes. Il m'a jamais dit Mourad combien. Il m'a jamais dit Mourad c'est quoi ça. Jamais. Donc si ça se trouve, il s'est payé un riad et tu n'en sais rien. Peut-être, hein. Peut-être. Il est où Moi, je l'argent le vois souvent en vacances, Mourad. On le voit. Franchement, Destination, hein. L'expression la vie de Mamadou, Non. c'est pas pour moi. Lui, on le connaît. lui. Les piqûriens. Ouais. Les- Mais franchement, si moi je pourrais donner un conseil à des futurs entrepreneurs, moi je pars du principe que pour avancer, il faut bien savoir s'entourer. Tout à l'heure, on parlait du businessman, celui qui a une idée, il n'arrive pas à la formaliser, il n'arrive pas à la mettre en place. C'est grâce aux gens qu'il a autour de soi, c'est grâce à ses partenaires, peut-être pas les associés, hein, mais c'est grâce à ses partenaires, c'est grâce aux personnes qu'il rencontre, c'est grâce à ses employés, parce que aussi, le business, c'est les employés qui le font. Ah ouais. Carrément. Donc, il faut avoir confiance, il faut savoir recruter, il faut accompagner les gens qui travaillent pour toi. Il faut les écouter, il y a plein de petits détails qui font que pour y arriver, tu es obligé d'être accompagné. Donc, bien choisir les personnes qui nous entourent, je pense que c'est l'une des clés de la réussite. Mais ça aussi, ça s'apprend. Gérer des employés, gérer des partenaires, gérer des fournisseurs, gérer la banque, tout ça s'apprend sur le tas. Et tu vois, moi, par exemple, je me verrais pas déjà monter une entreprise tout seul. Ok. Hein, je me verrais jamais monter une entreprise tout seul. Et je me verrais pas Et tu saurais dire pourquoi? parce que pour moi, la réussite, mon kiff, vraiment, comme je le dis souvent avec Mamad, c'est de me mettre autour de la table et de dire hey, regarde ce qu'on a réussi à faire. Et quand on partage les dividendes, j'aime bien dire regarde Mamad, on a réussi à faire ça ensemble. Vraiment, quand je gagne de l'argent tout seul, ça me fait moins kiffer que quand je la gagne à plusieurs, tu vois. Ok. J'ai une anecdote sur ça. Les premiers mois où on a fait du bénéfice,
On a gagné 300 euros. Et Mourad, il était content. Je Il capte. gagne les 300 euros. Sauf que moi, j'avais en tête la capacité de cette entreprise-là. Toi, tu t'es dit, ça représente la moitié de mon entrecôte de samedi. Comment les piqûriens, T'as Il va compris? falloir que je retourne sur mon matelas, bordel. 300 euros, voilà, c'est rien. Mais Mourad, il était content. Et je me suis dit, donc là, j'ai en face de moi mon associé qui est content de partager avec moi la maudite somme de 300 euros. partage les miettes. Ouais. Je dis, bah alors là, c'est exactement la personne qu'il me fallait Ouais. à côté. Ouais. Parce que c'est une personne qui va être content de partager. En fait, c'est même pas une question de montant. C'est une question de, on a réfléchi, on a travaillé, on a mis en place, voilà le bénéfice. Ouais, je capte. Et vraiment, je me verrais pas faire un truc tout seul, tu vois. Vraiment, T'en tires pas la même satisfaction. Ouais, et même, je me sens mieux à deux. Et je me verrais jamais, aujourd'hui, et je dis pas ça pour que Mamad dise la même chose, hein, mais je me verrais jamais faire une société sans pas la proposer à Mamad. Je me verrais pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça va au-delà de l'association de permis malin, tu vois. C'est une association de vie aussi, tu vois. Et on a fait d'autres trucs ensemble, tu vois. Et parfois, je lui disais, il me proposait, je lui disais, non, c'est pas pour moi ça. Et d'autres trucs où je lui disais, bah vas-y, bah je te suis, tu vois. On a fait une société avec Mamad. On a fait une société avec Mamad et en fait, on avait un petit plan sur l'isolation des murs extérieurs, tu vois. Ouais. C'était un peu une douille, mais pas une douille, mais c'était pas très carré, tu vois. Et Mamad, ce fou, il m'a suivi. Il aurait pas dû. Vraiment, vraiment, il aurait pas dû. On n'a pas gagné 1 euro. On en a perdu, On en a perdu, mais on a bien rigolé, tu vois. on a bien rigolé et surtout, on a mis en place des process. Et C'est-à-dire que là, dans du chaque coup, expérience, ouais. il faut savoir garder le positif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a perdu de l'argent. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Bon, en fait, c'est un domaine qui est trop compliqué. Trop technique. Ouais. trop- Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, comme c'est un business qui est surtout basé sur les aides de l'État, Ouais. à partir du moment où les aides de l'État ne viennent plus, Elles arrivent trop tard. si t'as pas Exactement, elles arrivent trop tard, t'as tout dit. trop tard, si t'as pas la solidité pour attendre qu'elles arrivent, Ouais, ouais. du La coup, trésor, quoi. Non, Il y a mais trésor, ouais. c'est vrai, ce business Et- de trésor. Et tu vois, et là, Mamad, il m'a dit, hé Mourad, je t'avais dit, il faut rester dans ce qu'on sait faire. Et à ce moment-là, je lui dis, ouais, t'as raison. Et du coup, on s'est recentré. Et c'est à ce moment-là où on a ouvert notre auto-école. Ouais, ouais. Tu vois, au début, on n'avait qu'un permis malin. On est parti dans ce truc-là où je dis, maman, je sens il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'a proposé un plan. Il m'a suivi. À la fin, ça n'a pas fonctionné. Il m'a dit, non, Mourad, viens, on reste sur ce qu'on sait faire. On le maîtrise. Et du coup, on a monté l'auto-école et on a performé. Mais voilà, notre association aussi, elle a donné des choses où on n'a pas gagné d'argent, on a Ouais, perdu bien sûr. d'argent, tu vois. Mais là, tu vois, je reviens avec l'exemple de ton oncle. Pour moi, c'est vraiment une grande faculté de savoir écouter. Ceux qui ont l'expertise, en fait. Et ça, c'est un truc qui fait gagner un temps considérable. On en parlait dans un des podcasts, à dire, il y a des gens qui ont écrit des bouquins, tu vois. T'as des siècles de bouquins sur le business, sur l'investissement, tu vois. Et on a toujours ce sentiment aussi de devoir réinventer la roue. Mais la roue, elle fonctionne très bien, en fait. Elle est utilisée chaque jour et il n'y a rien qui la remplacera. Ou en tout cas, il y aura peut-être une amélioration de la roue ou quoi que ce soit. Mais la roue restera la roue, tu vois. Et il n'y a pas de mal ou il n'y a pas de moins bonne entreprise qu'une entreprise qui reproduit un schéma qui fonctionne. Et quand tu connais, quand tu as une expertise dans le truc, de le pousser ensuite et d'innover peut-être là-dedans. Rocket Internet. Hein. Ouais. Rocket Internet, c'est une boîte qui copie exactement ce qui fonctionne et elle le fait en mieux. Elle prend je sais plus si c'est le site, elle a copié le site Zalando. Je sais, j'ai plus le nom du coup de ce qu'ils ont monté, mais en fait ils prennent un truc qui fonctionne, ils font exactement la même chose, ils mettent plus de moyens au niveau de la com, ils mettent aussi un peu leur sauce, ils reproduisent, boum, ils créent des sites internet, boum, ils revendent. Et effectivement, moi aussi je pars du principe que ça sert à rien de vouloir réinventer. En plus de ça, je sais pas inventer. Bah en fait, c'est ça. Si t'as une idée de génie, si t'as un brevet à déposer, bien sûr, là c'est ta destinée, c'est ton truc, t'as ce talent, t'as ce don, t'as ce truc-là. Mais en fait, savoir écouter, c'est un don aussi important que celui qui va créer un truc, qui va innover totalement, qui va disrupter, créer un océan bleu ou quoi que ce soit. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a innovation et changer complètement de secteur.
pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, il faut toujours rester dans l'univers. C'est-à-dire que nous, on est dans l'univers de la location de voitures. Si on veut, on est très bon là-dedans. Donc, si on veut innover, il faut qu'on reste dans ce secteur-là. Oui, ça aurait pu être vous, les fondateurs d'Ornicar. Exactement. Comment tu expliques ce truc-là, là, d'ailleurs, de vouloir rester... Parce que ça, c'est un truc, bon, là, on est dans le podcast, mais hors podcast, que je t'ai entendu te dire des dizaines de fois qu'il faut savoir dans quoi t'es bon et rester dans quoi t'es bon. C'est dans l'évaluation des risques. Tout simplement. C'est vrai qu'en général, un vrai consultant en business va te dire il faut que tu sois dans un domaine où tu es expert. Donc forcément, vu que ça prend un peu de temps, que tu as construit des choses pour justement maîtriser un secteur, à moins que tu sois quelqu'un qui aime apprendre et qui apprend très vite, c'est difficile d'être expert dans plein de secteurs différents. C'est une question d'expertise. Ouais, c'est une question d'expertise et surtout, pour moi, je pense que ça limite les risques. Par exemple, si demain, tu as une place de marché, tout à l'heure on parlait du marché, tu as une place de marché qui fonctionne bien, par exemple dans les fruits et légumes, ne va pas partir dans, par exemple, Les matelas. Les matelas ou les vêtements. Si tu es fort dans les légumes et que tu as envie de te diversifier, va racheter, par exemple, ton fournisseur. Comme ça, tu supprimes les intermédiaires. Tu vois ce que je veux dire ? Totalement. Ça veut dire qu'en fait, tu restes dans ton secteur. Oui, c'est qu'il y a moyen de scaler en fait dans ton propre secteur plutôt que de multiplier les... Il y a un autre moyen, c'est que tu investisses. C'est-à-dire que tu n'es pas... En fait, le truc là, c'est que... T'es plus gérant. Je parlais de poste et là, tu es directeur financier. Toi, tu vas être, on va dire, au niveau de la vision, de la stratégie. Donc, tu es vraiment... Voilà. Vous êtes dans ce projet-là. C'est pas comme si vous avez mis des billes sur un permis malin et puis vous êtes en backup en train de regarder ça. Voilà. Ah non. Ça marcherait effectivement. C'est-à-dire que tu me fais tourner le permis malin. C'est ça. Et puis à côté, tu as la boulangerie et puis à côté, tu as la laverie aussi. Ça peut marcher. Ouais, c'est le business angel, ça. Si c'est que l'investissement, oui. Mais si tu as les mains dedans et que tu dois le faire, ça nécessite quand même une expertise que tu vas pas apprendre comme ça en 2 jours, quoi. Donc, exactement. Se retourner, échanger, ça demande quand même un effort au moins de formation, d'apprentissage, quoi. Voilà. Et si moi je dois donner un conseil à des futurs entrepreneurs, il faut bien cibler, comme il a dit tout à l'heure Mourad, le domaine où on est le plus fort. Le domaine où on va travailler avec le cœur. Parce que être entrepreneur, c'est très compliqué. Tout le monde voit l'entrepreneur qui a réussi avec sa voiture, sa montre, sa maison. Le biais du survivant, on appelle ça. Voilà, c'est ça. Mais après, tous les sacrifices qu'il y a eu derrière, toute la difficulté, des fois, elle n'est pas visible. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours, il y a des problèmes. Franchement, des fois, je me dis, mais on n'a pas une semaine. Quand on se débarrasse d'un problème le vendredi, le lundi, t'en as un nouveau. Ouais. C'est un truc de fou. Franchement, on n'a jamais vécu genre 2-3 semaines sans avoir un problème qui serait lié à un salarié, lié à des assurances, lié à la législation, à la législation, lié à la mécanique. banque. Tu vois, il y a des trucs en fait qui sont toujours compliqués, tu vois. Ouais. Il n'y a jamais, tu vois, quand tu t'es salarié, je le suis parce que en plus d'être un entrepreneur, je suis encore toujours salarié, tu vois. Et ben en fait, quand tu es salarié, tu commences le travail, tac, c'est fini. Le problème à 17h, il est resté au travail, toi t'es parti, t'es rentré à la maison tranquille. Sauf que quand t'es chef d'entreprise, des fois tu te réveillais. Nous, on a subi 3 cambriolages en 6 mois. À 2h du matin, on vient, on t'appelle, on dit il y a quelqu'un qui est en train de faire ta caisse. Ouais. Tu vois? Donc, sinon, quand il y a un employé qui n'est pas là, tu dois le remplacer. Tu vois? Ouais. Tu te manges on s'est mangé un prud'homme vraiment injustifié et vraiment méchant de la part du salarié. Ça fait mal, tu vois. Tu te dis non, merde. Et tout, J'ai tout donné, moi. à la base, on n'est pas là pour ça, tu vois. Ouais. Et voilà, tu vois, c'est pas. Tu sais, quand. C'est pas un long fleuve tranquille. Ouais, c'est pas un long Pas fleuve du tout. tranquille. Et il faut savoir prendre du recul sur les situations. Si t'es quelqu'un qui panique ou qui a du mal à se détacher, c'est compliqué. Moi, je me souviens quand on venait de s'associer avec Mamad. Moi, du coup, ça faisait longtemps que j'étais pas. Tu sais, j'avais mon expérience à 18-19 ans, mais c'était loin, tu vois. Et un jour, on reçoit une lettre d'huissier où il y a quelqu'un qui nous demande de payer. L'assurance nous dit qu'il faut payer 3500 €, tu vois. À ce moment-là, c'est le moment où on se partageait encore des 300 € avec Mamad. Donc, on ne pouvait pas payer 3500 €. Ouais. Et Mamad, il me regarde, il me dit. Et moi, je suis là, paniqué. Je dis, putain, Mamad, 3500 balles. C'est quoi ce truc? On vient de racheter la société. On est à la gorge et tout. On peut pas, tu vois. Il me dit, mais moi, on va pas payer.
Je lui dis, mais comment ça, on va pas payer? Il me dit, bah, on a l'argent? Je dis, bah non. Il me dit, bah là, on va pas payer. Moi, c'est Félix qui fait office de Mamad. Et c'est là que je rejoins le célèbre proverbe tibétain de notre ami et grand frère Sergio. Que t'as Ah non, mais incorporé dans ton, depuis dans très ton longtemps. mindset. Depuis très longtemps. Mais bon, au final, on est encore là. C'est quoi le proverbe? On dit si ton problème a une solution, ça sert à rien de s'inquiéter. Si ton problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. Pas magnifique. Mourad, la vérité. J'avais le proverbe, si ton problème a une solution, si ton problème a une solution, T'as pas de problème. t'as pas de problème. Non, s'il n'y a pas de solution à ton problème, c'est que t'as pas de problème. Ok. Tu vois. mais effectivement, Mamad me dit non, mais on va jamais payer. Je dis mais comment ça, on va jamais payer? Il me dit non, on payera pas. Tu vois. Et donc, on paye pas. Et au bout de 6 mois, il me dit bah je t'avais dit qu'on n'allait pas payer. Là, pour le coup, il n'a pas évité le problème, c'est lui qui l'a résolu. Là. Ouais, il l'a résolu. Ouais. Il l'a résolu, on n'a pas payé et après on n'a pas payé. Ok. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, tu vois, j'avais ce truc de. C'est J'ai pas ce l'impact recul. émotionnel. Tu vois, et Mamad, lui. Non, moi, pour que quelque chose m'atteigne, faut se lever tôt. Hein. Ouais, nous, on a reçu une lettre de l'URSSAF un jour, chacun dans notre boîte aux lettres. Et on devait, moi, à titre personnel, hein, là, c'est plus la boîte qui doit. Hein, on devait 20 350 € chacun. Donc, je t'avoue que là, l'impact émotionnel était quand même. Je venais d'acheter ma maison. Je me dis, ouais, c'est marrant, parce que c'est pile poil. L'apport. C'est pile poil un tout petit peu moins que l'apport. Ça fait bizarre de devoir le ressortir tout de suite. Puis comme toi, Mourad, je les ai pas là. Enfin, pas sur moi, quoi, du coup. Je peux peut-être choisir l'appel du public, tu vois. Ouais. Peut-être. Et ouais, j'ai appelé Félix, c'est un peu la même chose. Bon, on peut pas devoir 20 350 €, c'est impossible. Il y a un problème. Ok. Il y a forcément un problème. On en reste là? Ouais, bon, on en reste là. De toute façon, tu les as? Bah non, je les ai pas. Bon, Voilà. Passe-moi le sel. Par contre, du coup, pour demain, est-ce que tu peux envoyer la vidéo du... Est-ce que tu as étudié le rush? Non, mais attends, on doit 20 350 €. Puis en effet, non, il n'y a pas de... Donc, c'est le moment où tu répètes que c'est pas un tuto sur l'entrepreneuriat, c'est une discussion. C'est une entre amis. discussion. Voilà. Donc, les gars, si vous écoutez, faites pas comme eux. Parce que ça peut ne pas marcher. Sergio aura une autre approche. Inquiétez-vous. Non, mais c'est clair. Non, c'est mais clair. le parcours d'un entrepreneur, il est jonché d'embûches. Ouais. Franchement. Ouais, c'est super intéressant à écouter. C'est-à-dire que si moi je me mettais à raconter mon histoire, elle a rien à voir. C'est-à-dire que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais moi j'ai pas d'associé, j'ai pas de mise de départ parce que tout se passe dans mon cerveau. C'est un business de service, donc du moment que j'ai mon ordinateur, mes logiciels et tout installé, je peux démarrer. Donc quand je démarre, en fait, j'ai pas besoin de locaux. Enfin voilà, donc je commence comme ça. Et puis après, ça se développe petit à petit. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que il faut savoir s'entourer. Donc, c'est pas forcément des salariés, mais ça peut être des partenaires, des prestataires. Et pour moi, l'entourage, c'est aussi les clients. Ouais. Il faut savoir choisir ses clients qui font que tu restes dans ce côté entrepreneurial libre, finalement. Et tu te retrouves pas à faire des courbettes comme ce que tu faisais, entre guillemets, quand tu étais complètement fermé, que tu n'avais pas forcément ni la vision, ni la décision sur tes faits et gestes, quoi. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est quand même des approches très différentes. Et c'est aussi pour ça que j'avais hâte d'écouter l'histoire, parce qu'effectivement, je passe, comme vous dites, je suis votre voisin, je passe, je viens, mais je sais rien en fait de tout ce que vous me racontez. Pourquoi vous avez déménagé, c'est aujourd'hui que je le comprends. Ouais. Mais est-ce que demain, toi, tu pourrais... Après aussi, les univers sont différents. Ouais. Après, est-ce que demain, toi, tu pourrais avoir un associé, un ami? Est-ce que tu pourrais trouver un ami et t'associer avec lui sur du pur business? Ouais. Non. Et pourquoi? Alors, je vais te renvoyer à un épisode qu'on a tourné il y a quelques temps qui s'appelle Amitié et Business, mais ça vient beaucoup de ma personnalité, de ma façon de travailler. Et si tu veux, ce que Mourad a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je le suis sans hésiter, sans sourciller.
Moi, je suis quelqu'un, d'opiniâtre, avec des visions hyper claires et hyper précises. Et du coup, si tu n'arrives pas à me convaincre qu'il faut aller dans une autre direction, même un petit degré à côté, bah, tu vas me sentir très, très bloqué, en fait. Mais c'est que je suis très sûr de moi. Et en fait, je suis sûr de moi quand je sais absolument que j'ai raison. En dehors de ce cadre-là, je suis assez ouvert, mais quand je suis sûr de moi, c'est très difficile de me déplacer. Donc ça peut être très déroutant. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime, je vais même pas appeler ça le conflit, mais une discussion où il faut convaincre. Il y a très peu de gens qui aiment ça, en fait, tu vois. Donc ça rentre souvent dans... Les gens vont appeler ça un dialogue de sourds. Non, c'est juste que tant que tu n'as pas posé l'argument qui fait qu'on va aller à gauche ou les de droite, moi je vais à droite. Parce que moi, pour le coup, c'est mon expérience, mon expertise, mon analyse de risque. Tu vois, moi je suis beaucoup comme ça aussi. C'est que je vais parcourir dans mon esprit ce que j'ai déjà fait dans ce sens-là, qui fait que voilà la réponse. Dans l'expérience des gens avec qui je discute, dans les podcasts que j'écoute, dans tout mon entourage de gens hyper experts qui connaissent des choses. Et si tu veux, quand je prends une décision de ce type-là, je sais pourquoi. Voilà. Et c'est très difficile de me faire bouger. Donc, pour quelqu'un en face, et je peux l'admettre, tu as l'impression de parler à un mur, en fait. Tu vois. Mais c'est parce que je sais où je vais. Donc, c'est très difficile de trouver quelqu'un de complémentaire. On a eu la discussion la dernière fois. Et ils m'ont posé la question, et s'il y en avait un deuxième comme toi? C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Si tu trouves quelqu'un qui est vraiment... je sais pas, peut-être que ça va... Pour moi, il y a de grandes chances que ça défonce tout. Mais seulement si on se comprend finalement, tu vois. Si on a une vision commune. Voilà. Parce que pour moi, tout part de cette vision, de cette intuition-là. De choses qui finalement, je sais que je sais. Voilà. Je ne saurais pas forcément expliquer ça à quelqu'un, mais je sais que je sais. Écoutez l'épisode Amitié versus Business si vous tombez sur cet épisode en cours de route. Les gars, c'était un réel plaisir de vous avoir autour de cette table ronde et de cette discussion. On en a appris sur vous, sur votre business aussi. En fait, ça fait écho à tous les épisodes qu'on a déjà mis en ligne. Et en fait, c'est marrant de voir, parce que vous n'êtes pas les premiers invités qu'on reçoit, mais j'ai l'impression qu'il y a autant de visions de l'entrepreneuriat qu'il y a d'entrepreneurs. Ouais. Et chacun en fait, avance avec son bagage et crée quelque chose. Et ça me donne envie d'interroger 1 million d'autres personnes. Ça fait beaucoup d'épisodes, peut-être, Sergio, mais... Ouais, ça fait beaucoup. Non, c'est comme je disais, c'est ça aussi qui est enrichissant, c'est que je vous écoute et vous avez raison. Mais de mon côté aussi, j'ai une vision dans laquelle j'ai raison. Tu vois, et votre business, il marche, le mien marche. Il n'y a pas une seule vérité. Ouais. Mais par contre, pour la partager, il faut avoir, comme tu disais, les règles définies dès le départ, une affinité, une confiance, etc. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas confiance aux gens. C'est pas ça. C'est juste qu'au niveau de cette vision de départ, cette vision aussi de ce que représente, tu disais, l'entrepreneuriat, c'est dur, en fait c'est toute ta vie. Moi c'est toute ma vie, donc si tu es prêt à t'engager autant que je suis engagé, on y va. Mais je me rends compte que c'est pas forcément tout le temps le cas. Voilà. Non, c'est vrai. Moi l'association je la conseille, je la recommande, mais avec beaucoup de conditions, c'est vrai, parce que on a beaucoup d'exemples d'amitié gâchée, on a beaucoup d'exemples de personnes qui se sont déchirées. Mais voilà, avec Mourad, on s'est toujours dit on va pas s'embrouiller pour de l'argent. Ouais, vous avez posé le contrat, les conditions. Parce que notre amitié, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte parce que sur 100% du travail, il faut savoir qu'on rigole 70% du temps. Et c'est ça qui est fort, et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, je ne changerai jamais d'associé pour rien au monde. C'est pour ça que s'il me dit, il y a un truc là-bas, je vais lui dire, putain, tu casses les couilles. Mais je serais déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Je vais lui dire, dis, arrête, on n'y va pas, je suis fatigué, arrête, on va, s'il te plaît, et tout. Mais en fait, dans ma tête, je suis déjà en train de réfléchir. Parce qu'il m'a prouvé par A plus B que ça a déjà marché. Tu vois ? Et donc, quand l'amitié, elle est forte, il faut que tout soit basé, bien défini, bien acté,
Et surtout, il faut, comme il a dit tout à l'heure Mourad, connaître aussi son associé, parce que quand tu es associé avec quelqu'un, tu es marié avec lui. Ouais. Ah oui, C'est-à-dire t'es que marié. Ouais, c'est si- ça. si Tu dans l'as son dit couple, tout à l'heure, ça va- c'est une histoire de vie. si t'es dans son marié, couple ça hein. va pas bien, frérot, ça va en pâtir sur toi. Ouais, de ouf. Donc des fois même, il me conseille, je le conseille, et on s'est toujours dit, les choses, on se les dit droit dans les yeux. Comme ça, voilà, tout est dit. Ouais. Il faut Franchise, accompagner, contrat. voilà, faut accompagner, faut écouter. Il a les clés de chez moi, j'ai les clés chez lui. Voilà, c'est comme ça. Dès qu'il voit que je suis un peu en train de commencer à faire un peu des conneries, ah ouais, là tu fais des conneries là. Reconcentre-toi. Quand je vois que lui dans sa tête il divague, il commence à aller un peu partout, redescends un peu sur terre, viens on continue ce qu'on a à faire. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et aujourd'hui, je sais que le confort de vie que j'ai, 50%, c'est grâce à lui. Le sauce, l'associé. La sauce et l'associé. On revient à la base. Mm. Les gars, on vous souhaite le meilleur dans votre parcours, Bah, et, merci. dans cette ascension et dans votre progression. Et hâte de vous réinviter. Ouais, et D'ici les gars, 2-3 ans. continuez parce que ce que vous faites, c'est vraiment bien. Le fait d'échanger, de discuter, même si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, franchement, ça donne de la force et surtout, ça montre l'exemple. Parce que nous, ce qui nous manque, c'est l'exemple. Merci pour Si tout je peux terminer sur une petite note, moi, parce que les gars, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Et j'avais un petit projet dans ma tête et que j'ai pas encore mis en place, mais j'aimerais bien le faire avec vous, ou que vous m'aidiez, ou que vous voir le faire en plus. Même si je le fais pas et que je vous vois le faire, ça me ferait plaisir. En fait, je me suis toujours dit que autour de nous, en fait, on avait des entrepreneurs. Là, vous allez questionner des entrepreneurs de tous bords. Ils ont chacun leurs skills, ils ont chacun leurs connaissances. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on s'aide pas assez. Et ce serait bien de monter un petit think tank, tu vois. En fait, revenir à la base du Monday Meeting, disons, pas tous les lundis, mais tu vois, tous les mois, qu'une dizaine, quinzaine d'entrepreneurs puissent se rencontrer, puissent échanger, discuter, présenter leur comptable, leur avocat, leur chef d'entreprise, en tout cas, qui pourrait faire des travaux. Et monter un petit truc comme ça où on puisse se voir en physique, parce que c'est sympa de s'écouter, mais si on peut se voir en physique, c'est pas mal. Donc si un jour vous avez l'idée de monter ce genre d'événement, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière répétée, franchement, ce serait top. Redis-le en anglais, c'est un comment on dit? Un think tank. C'est bien, c'est beau. Ouais. Écoute, c'est un axe de développement qu'on a déjà évoqué en off. Hein, et ouais, en effet, c'est une belle idée. Et on continuera à discuter en te mettant dans cette boucle, Mourad, Avec plaisir. pour voir en off comment tout ça peut La s'organiser. vraie difficulté, c'est cette notion de planète qui s'aligne et d'engagement, tu vois, pour que ça tienne. Et on en Bien a parlé sûr. aussi. Le monde des meetings, c'est plein de bonne volonté, c'est plein de gens qui ont envie de travailler ensemble. Et tu parlais d'association, on n'est pas obligé d'être associé. C'est-à-dire que je connais très bien leur business, je connais très bien le mien. Et on s'entraide déjà, tu vois. Ouais. Mais ça demande déjà d'être un peu sur la même longueur d'onde et surtout d'avoir le même engagement. Tu vois, le think tank, si tu commences à faire ça et qu'il y a par exemple des absents, il y a des gens qui ne s'engagent pas de la même manière. C'est-à-dire que c'est un pot commun, tu vois. Et tu parlais de tu viens avec mon avocat, j'apporte quelque chose à la table. Ouais. Tu vois. Et si tu n'arrives pas à avoir cet engagement de tout le monde, il y en a qui se sentiront lésés et forcément ça ne va pas durer. Donc c'est un peu, si tu veux, les règles on en a parlé pour l'association, les règles de cet engagement-là, comment tu fais pour que tu t'assures que tous ceux qui viennent là, ils viennent avec quelque chose d'intéressant. Donc, est-ce que c'est monétiser l'affaire et dire, bah, tiens, si tu veux profiter de tout ce réseau-là, c'est temps. Enfin, tu vois, il y a plein de questions encore à résoudre, mais effectivement, c'est une super idée et ouais, c'est quelque part dans un coin de nos têtes. En tout cas, si vous avez besoin d'aide ou d'appui, On si en ça reparle. doit- voilà. Ouais. Vous pouvez Avec nous trouver. plaisir. On le répète à nos auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Parlez-en à vos amis, parlez-en à ceux qui sont en train d'entreprendre ou ceux qui ont envie de toucher du doigt le petit bout de liberté que représente l'entrepreneuriat. Continuez aussi à nous envoyer des petits commentaires, à mettre des avis sur vos plateformes de podcast. Abonnez-vous sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez afin de recevoir les notifications des nouveaux épisodes qui sont disponibles chaque lundi à 9h.
Monday Meeting oblige. Et rejoignez-nous aussi sur Instagram, Monday Meeting _, le podcast. Et on est très content de vous avoir parmi nous comme auditeurs qui venaient dans ce Monday Meeting. On a l'habitude de se quitter avec une petite phrase qui est la suivante. On est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.